Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dont les Africains parlent aux Africains. Il est né le 15 février 1869, mort le 26 mars 1911. Lui, c'est Henry Sylvestre Williams, avocat et écrivain trinidadien. Il est l'initiateur du tout premier congrès panafricain dans l'histoire. L'émission aujourd'hui sera donc consacrée au parcours du père fondateur du panafricanisme, Henry Sylvestre Williams. Inscrit au barreau anglais au XIXe siècle, il fut un actif partisan du mouvement panafricain. Principal initiateur donc de la conférence de Londres de juillet 1900, Henry Sylvestre Williams est un trinidadien formé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Sensibilisé au cours de sa formation à la condition de différentes sociétés africaines colonisées, notamment l'Afrique du Sud, il fonde en 1897 l'African Association à Londres, l'association africaine qui vise à combattre l'oppression économique, sociale et politique subie par les Africains assujettis par l'Empire britannique. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette association que naît l'idée d'une grande conférence dont l'objectif serait de mettre à l'agenda la condition des populations africaines et afro-descendantes en situation coloniale. Pour évoquer le parcours de ce premier panafricaniste, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Abdallah Issouf, Mzour Lahiani et Samuel Akizimana. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Mzour Lahiani, quand on cherche un petit peu l'histoire de ce fondateur du panafricanisme, l'histoire de son parcours, son œuvre, on n'a pas assez d'éléments dans les livres d'histoire. Il n'y a pas une bibliographie qui lui a été consacrée, du moins en langue française. Du moins en langue française. Oui, malheureusement, Henry Sylvester Williams, c'était un leader, en fait, un panafricain qui a marqué tout le long du parcours panafricanisme qu'on a eu dans le continent africain. Mais, comme vous avez dit, pour trouver sa bibliographie, déjà, c'est un challenge. Oui. Et il n'y a pas beaucoup d'écrits qui ont été consacrés pour ce leader. Mais il est connu pour être l'initiateur du congrès de 1900. De 1900, oui. Voilà, il est connu surtout pour ça. Mais pour le reste de ses œuvres, comme African Association, etc., c'est moins connu, surtout en langue française. D'ailleurs, même en langue anglaise, c'est-à-dire quand on cherche le fonctionnement, les membres, la création de cette association qui était une association importante en Angleterre et qui déjà œuvrait pour réunir, au moins unir une élite africaine en Angleterre d'abord avec celle des États-Unis. Samuel. Oui. Au fait, c'est ça qui est un peu déplorable parce que moi, je ne veux pas vous mentir parce que moi-même, je l'ai découvert. Au fait, j'ai à découvrir Henry Sylvestre parce que auparavant, c'est des gens qu'on ne connaît pas au premier abord parce qu'on a essayé. Moi, je pourrais dire qu'on a essayé de supprimer leur histoire en quelque sorte parce qu'il n'y a pas assez d'éléments. C'est qui n'est pas compréhensible vu la personne qu'il était, vu ce qu'il a fait, c'est incompréhensible de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments sur lui, à tel point que quand on cherche ces informations sur lui, des fois on voit l'importance de la personne, on voit ce qu'il a réalisé, mais on ne trouve pas plus de détails. Ce qui est incroyable. Mais moi, je vais revenir sur ses propres
réalisations, par exemple, quand vous dites à travers son association, où il avait compris, parce que déjà, lui, il s'est basé plus sur la Grande-Bretagne, parce qu'il était en Angleterre, lui, on peut le dire, il a plus vécu en Angleterre. Mais moi, ce qui m'a impressionné avec son parcours, c'est quoi? C'est que cette personne, vu aussi le fait qu'il a un peu plus voyagé, il s'est retrouvé dans son parcours en disant ce qui se passe en Angleterre se passe aussi, par exemple, au Canada, etc. D'où l'importance de son association qui essayait de rassembler pour défendre les intérêts et les droits de la population noire dans différents pays, surtout en Angleterre. Et en regardant son parcours, moi j'ai essayé de comprendre le pourquoi il le faisait. Et puis on comprend qu'à travers son parcours, c'est une personne qui a aussi subi. Il a subi. Il a vraiment subi, à tel point que, si on regarde même son parcours, parce que moi j'étais intéressé pour savoir pourquoi il a fait le droit. En fait, on comprend que dans son parcours, avec le côté collège, il a été enseignant. Enseignant pourquoi? Dans son parcours, j'ai constaté que dans son parcours, il a été enseignant pourquoi? Parce qu'il voulait donner l'éducation à la population noire qui n'avait pas accès à l'éducation. Il s'est dit que non, je dois apporter l'éducation. Mais il a compris que ça suffisait pas. Il fallait combattre et défendre les intérêts de la population qui était marginalisée, qui était la population noire à cette époque-là. C'est-à-dire que, à travers son parcours, il essayait d'être un peu, on dit, le docteur ou le médecin qui apportait la solution. C'est pour ça même, c'est ça où il m'intéresse encore plus, parce qu'on voit que il a essayé côté enseignement, il a fait l'enseignement, il était enseignant, il était avocat. Mais à partir de ça, il était l'un des investigateurs pour l'organisation du congrès. Parce que là, il avait compris que le combat était un combat de tous. Donc, on devait tous se réunir pour combattre le mal qui était engendré. Parce que même dans l'émission précédente, on a dit que c'était un mal qui était engendré à partir de la conférence de Berlin de 1885. Où il était une personne qui a subi, il a compris. Il essayait d'apporter des solutions à son niveau, à travers la création de son association, à travers l'enseignement, à travers la défense des droits des peuples opprimés à cette époque-là, et aussi à travers le regroupement, à travers cette grand congrès dont il était initiateur. Et puis c'est l'altruisme qui caractérise ce leader panafricain. Justement, donc si on revient déjà sur le parcours de Williams, on remarque que c'est une personne qui est vraiment engagée pour faire la promotion du panafricanisme à travers la première conférence qu'il a pu organiser de 1900 où le mot panafricanisme même a été prononcé pour la première fois, et à travers on remarque que vraiment c'est une personne qui a aussi subi beaucoup de discrimination et beaucoup de des injustices causées par la colonisation. Donc quand on revient sur son côté intellectuel, on remarque que c'est une personne qui veut vraiment donner, parce que à travers l'initiative qu'il a organisée, qui envisage de rassembler tous les peuples africains et ceux de la diaspora, on remarque vraiment que Williams a des projets énormes pour les peuples noirs ou bien pour les Africains. Il avait aussi une audacité incroyable. Moi, je vais partager quelque chose que j'ai trouvé sur lui. En fait, il y a une lettre, il avait adressé une lettre à la reine Victoria. Oui. Et j'ai trouvé un extrait de cette lettre où moi j'ai vu son audacité, parce que moi je vais essayer de la lire. Non, il était audacieux. Vraiment, parce qu'à cette époque déjà, il était noir. Donc, avoir ce courage-là d'adresser à la reine Victoria une lettre, il a osé. Moi, j'ai trouvé un extrait de cette lettre qui a été adressée à la reine Victoria. Je vais lire mot pour mot. C'était à la fin du 19e siècle, vers 1898, je pense. Oui. Où il est dit: il est de notre devoir, en tant que sujets loyaux de Sa Majesté, de porter à votre attention les graves injustices dont souffrent vos sujets africains. Nous vous implorons d'user de votre influence pour mettre fin à ces abus et garantir les droits et la dignité de tous vos sujets, quelle que soit leur couleur ou leurs origines. En fait, là, c'est comme s'il remettait à l'ordre la reine Victoria en disant vous devez prendre soin. C'est-à-dire, il alertait la reine sur les procédés de la colonisation, parce qu'il avait remarqué, parce que ce qui l'a marqué,
c'est l'exploitation des Africains en Afrique du Sud par la minorité des Blancs qui ont fait des ravages, donc entre notamment 1880 jusqu'à la mise en place du système de l'apartheid. Donc c'était une exploitation. On traitait les Sud-Africains comme des animaux. C'est d'ailleurs même Fanon a plus tard rappelé cette réalité malheureuse. Oui, effectivement. Voilà. Déjà, lui, c'était une personne qui faisait beaucoup la promotion du nationalisme africain, comme vous avez dit tout à l'heure. William, c'était une personne qui encourageait en fait les personnes, les Africains et les descendants africains, d'être toujours fiers de leur identité, de leur culture, et il les encourageait en fait à explorer plusieurs domaines, à ne pas se limiter. Il est reconnu pour ça aussi c'était un journaliste aussi. Oui. Écrivain, journaliste et avocat. Oui, mais ses écrits, en fait, on peut dire que ça a disparu parce qu'on ne les retrouve pas beaucoup. Oui. Et c'était aussi, comme vous avez dit, une personne qui a défendu les droits en Afrique du Sud. Il a joué un rôle très important à défendre les droits. Et puis il avait une démarche claire. En bon avocat, quand il parle de l'oppression, il ne parle pas de l'oppression du majeur, il dit qu'il y a une oppression économique, une oppression sociale et une oppression politique. Donc il a spécifié le type d'oppression que subissaient justement les Africains, notamment les Africains du Sud. Parce que c'était son laboratoire, si vous voulez, c'est en Afrique du Sud qu'il a pris conscience de la nécessité de faire quelque chose pour tous les Africains. Et je pense qu'il a fait cette chose dont vous parlez, parce que en étant, en fonction de l'enseignement qu'il donne déjà, il essaie toujours, en fait c'est une personne qui essaie toujours d'apporter quelque chose de concret. Et après même l'enseignement, il est parti reprendre les études pour étudier le droit. Les droits. Ouais. Et puis il est devenu l'avocat jusqu'à ce qu'il a réussi même au concours. Il était inscrit au barreau de Londres. Oui. Donc c'est vraiment une personne qui est très intelligente, une personne qui fait tout pour apporter quelque chose de concret pour la promotion de l'Afrique. À travers ces initiatives, l'association qu'il a créée, dont Mzour a parlé, à travers les congrès qu'il a organisés, on remarque que vraiment c'est une personne qui veut du bien pour l'Afrique, qui veut l'unité africaine, qui fait tout pour faire la promotion de l'Afrique. Oui, parce que son parcours, il est impressionnant. Moi, je me suis rendu compte que tout ce qu'il faisait, c'était pas un hasard. En fait, faire l'enseignement, faire le droit, le côté journalistique. C'est-à-dire, il s'est formé de telle sorte à ce qu'il soit au service. Exactement. Au service de ses concitoyens, de ses frères africains. C'est par rapport à ça qu'il a suivi un certain nombre de formations. En fait, si on retrace déjà, il fait enseignement. En faisant l'enseignement, il veut apporter dans le côté enseignement parce qu'il avait remarqué que... Il militait pour la formation pour tous. La formation, exactement. Voilà. Et puis il va côté... sur le plan social. Social. Les inégalités d'exploitation. Il veut devenir le porteur de voix pour ceux qui sont opprimés, etc. Et il va sur le côté communication parce qu'il a compris que non, il faut... Association. Donc sur le plan politique, il faut s'affirmer politiquement, etc. Oui, et puis après, à travers ses voyages en Afrique du Sud, il remarque que le mal, il est général, au fait. Le mal, il est général, c'est pas seulement le côté diaspora, mais tout le monde est en train de souffrir. D'où le côté panafricaniste. Moi, je pense que c'est là où même les idées panafricanistes est nées. Ils ont compris en disant, en fait, nous sommes tous en train de souffrir. Et sur ça, le mal est profond. Nous devons nous unir. Moi, c'est là où ça revient même à travers son congrès incroyable. Il réussit en disant, en fait, nous devons être les porteurs de voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Il était infatigable. C'était un visionnaire. En fait. Oui, c'était un visionnaire. Il avait déjà une vision claire. Il était déterminé pour que tous les Africains aient un avenir où ils seront tous libres et égaux. On peut le considérer. Il est visionnaire et puis il touche des points très essentiels aussi, parce qu'à travers l'éducation qu'il dispense au niveau des écoles. Donc cela prouve que l'éducation c'est la base. Et puis il fait tout pour faire la promotion de cette éducation.
Et puis le congrès aussi qu'il a tenu, c'est la base même, c'est l'essentiel, c'est le fondement du panafricanisme. Puis il est mort jeune. Il est mort très jeune. C'était une perte à l'époque. C'était une perte. C'était une perte. Mais d'une part, moi je me dis après, parce que même si on trouve, c'est là où moi je me suis dit, en cherchant beaucoup d'informations sur lui, on trouve pas beaucoup d'informations malgré l'impact, parce que on trouve toujours qu'il a eu un impact incroyable. Là, il a vécu, je pense, 40 ans. 40 ans. Ouais. 40 ans. C'est au moment où il commence vraiment à s'affirmer comme leader c'est là où il est parti. Et moi, je dirais, ça m'étonne pas vraiment tant que ça, vu que au fur et à mesure qu'on étudie sur le côté panafricaniste, on va comprendre que quand des gens atteignaient un certain niveau, que les gens commençaient à gêner, ils finissaient par disparaître, soit par des maladies, on ne comprend pas, soit par des situations, on ne comprend pas. Et on n'a pas beaucoup d'éléments sur les circonstances de sa disparition. En fait, on peut dire, moi je peux le considérer comme un panafricaniste, victime et panafricanisme de l'homme, parce que on n'a pas des informations sur lui, mais quand on cherche, on trouve. Il a fait ça, il était partout, il était dans tous les combats. Et il a mené tous les combats qui concernent les Africains sur le plan politique, social, sur le plan économique également. C'est pour ça qu'il a influencé, vous avez parlé, il a influencé beaucoup de personnes. Quand on parle de Wedge Dubois, on parle de Marcus Garvey, on parle de tous ces gens. On voit qu'il y a eu une source qui a débuté à travers tout ça. Oui. Et à travers le source, on se rend compte que c'est Henry Sylvestre qui est là, malgré ce côté homme. Celui qui a essayé de réhabiliter un petit peu la mémoire de ce leader, c'était Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, oui. Il avait d'ailleurs, il avait procédé de la même manière que Sylvestre Williams. Vraiment, parce qu'on remarque que les initiatives de Nkrumah, c'est des initiatives qui vont vers, presque sont semblables avec les initiatives de Williams. Donc vraiment, Williams... Ils avaient pratiquement la même philosophie politique et la même philosophie de lutte. Sociale aussi. De lutte d'une manière générale. Oui, du lutte et de l'appel à la solidarité, à l'unité africaine surtout. Donc c'était des gens qui ont milité pour la cause africaine, de l'unité africaine. Et vous avez parlé de personnes qui ont écrit sur Williams. Il y avait certaines personnes comme Henry Sylvester Williams and the Origins of the Pan-African Movement. Ouais. Et il y avait des articles aussi, et A Short Political Guide par Colin Legom en 1962. Et il y avait quelques archives et lettres. Donc même si c'est une personne qui était, c'est une personne qui a vécu que 42 ans de sa vie, mais il a laissé. Il est le père fondateur du panafricanisme. Voilà, personne le père. Personne voilà, parce qu'il a réussi à faire ce qui est le plus important. A mené cette offensive contre la conférence de Berlin de 1885, parce que en regroupant les leaders de cette époque, panafricains de cette époque, en les regroupant pour aller d'une seule voix. Parce que c'est là où son parcours il est incroyable. Il est respecté par tous, parce que regarde, c'est pas une personne qui a parlé, c'est une personne qui a réuni, parce que lui, le congrès, il a été marqué, on doit le rappeler, le congrès de juillet 1900, il a été marqué par le discours de Webb Dubois, qui va d'ailleurs organiser d'autres rencontres par la suite, et par les recommandations qui ont été élaborées par l'haïtien, le représentant d'Haïti à l'époque. Lui, c'était un parfait organisateur. Il avait une pédagogie politique bien précise, comme Zora ou bien Issouf. Oui. En fait, idéologie précise, comme on a dit, c'était un visionnaire. C'était une personne déterminée qui avait des objectifs clairs. Donc, il était dans l'éducation, dans la politique, dans tout ce qui est économique. Il a touché à tous les domaines pour préparer le terrain pour un avenir parfait pour les générations futures. Moi, j'aimerais partager ce discours de Webb Dubois lors de ce congrès. J'ai réussi à trouver un petit extrait où ce discours-là est en anglais, on l'a nommé To the Nation of the World, où il disait « Le problème du XXe siècle est le problème de la ligne de couleur. La question de l'avenir est de savoir si la civilisation est capable de tenir ses promesses envers les races et couleurs qui demandent simplement justice et équité. »
En fait, ça, c'est un extrait du fameux discours de Dubois. Pendant la conférence de 1900. Le 25 juillet 1900. 25 juillet 1900. Si on regarde ces gens, je suis fasciné. Je suis fasciné par ces personnes. Parce qu'il faut regarder, c'était pas les mêmes époques. Parce que au fur et à mesure que les années passent, les choses devenaient un peu plus faciles à faire. Parce que si on regarde là, c'était des personnes qui mettaient leur vie en danger. Parce que là, c'était l'époque où l'esclavage, c'était pas longtemps. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont mis leur vie en danger en disant certains mots, et non pas seulement en le disant, en le faisant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont organisé des congrès, c'est des gens qui se sont battus pour bâtir le socle. On peut dire que c'est là où c'est incroyable, c'est là où, en regardant, on comprend que l'histoire de l'Afrique, il y a déjà un rocher qui a été établi. Un socle. Il y a déjà un socle qui est déjà établi. Il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à ça. Moi, je pense que tous ces leaders qui se sont sacrifiés pour une Afrique que nous souhaitons aujourd'hui, en tant que, c'est-à-dire la nouvelle génération doit s'en inspirer et puis doit savoir tous ces gens qui se sont sacrifiés, tous ces leaders qui ont eu à établir des fondations énormes pour notre Afrique que nous souhaitons. Donc, ça doit être vraiment une source d'inspiration et puis ça va être ça va être des exemples à suivre pour faire la promotion du panafricanisme. Sora. Henry Sylvester Williams c'était une figure pionnière. En fait, sa vie, il a vécu que 42 ans, mais tout son héritage dépasse largement le nombre d'années qu'il a vécu. Et c'est un leader qui a inspiré tous les mouvements panafricains qui sont venus par la suite. Moi, j'aimerais rebondir sur, je peux dire les mots de Henry Williams Sylvestre, mais par après terminer par un de ses héritiers, Kwame Nkrumah. Mais avant de commencer, moi je vais commencer déjà par Henry Williams, où il avait dit: nous devons dénoncer les injustices infligées à notre peuple par les puissances coloniales et réclamer nos droits en tant qu'êtres humains. Et une des choses aussi, si on regarde très bien, Kwame Nkrumah l'avait compris aussi, parce que lui, il avait compris après les indépendances, parce qu'on peut dire après l'héritage de certains pères fondateurs, il a compris, il a dit, si le Ghana est libre tout seul, l'Afrique ne sera jamais libérée. Nous devons être tous libérés. À travers ces mots, comme il aime le dire, Africa must be united. On voit que l'héritage continue. Et à présent, on a toujours cet héritage, parce que si on regarde l'initiative de l'agenda de l'Union africaine 2063, dit l'Afrique que nous voulons. Donc, on a toujours cette continuité. Toujours cette continuité donc, dont les jalons ont été lancés un certain 25 juillet 1900 à Londres par Henry Sylvestre Williams, le fondateur du panafricanisme. Je vous remercie, M. Al-Hayani, Issouf Abdallah et Samuel Akizimana. Je remercie également les auditeurs d'Ifriqiya FM qui nous écoutent tous les jeudis. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM. À très bientôt.